répondu à notre invitation. Et au fond, c'était un peu sur votre idée quand même, puisque vous êtes manifesté en disant, c'est en ça que la mission est intéressante, au fur et à mesure qu'on avance, il y a des professions, ou en tout cas des institutions qui lèvent le doigt et en disant on a notre pertinence dans la PDS et on aimerait être entendu. Ça a été votre cas et je vous en remercie. Voilà. Donc j'excuse le président de la mission, Monsieur Dor, qui a dû partir. Donc bon voilà, je ferai rapporteur présidente l'espace de votre, enfin le temps de votre audition. Donc bien sûr la bienvenue au nom de mes collègues. Bon, la permanence des soins ambulatoires, il y avait enfin, cette mission a été décidée parce que je pense qu'il y a des inégalités selon les territoires, c'est évident. Donc, j'ai pas envie de vous poser trop de questions, c'est vous qui allez parler. Et puis après, je pense qu'avec ma collègue Dominique Orliac, députée du Lot, nous aurons sans doute des questions à vous poser, mais je préfère déjà que vous fassiez un état des lieux de votre profession dans le cadre de cette PDSA. Donc, Jean-Paul David, président du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, François Ménien, vice-président. Effectivement, j'ai interpellé votre mission parce que depuis de nombreuses années, les kinésithérapeutes ont organisé eux-mêmes une permanence des soins par des services de garde, par des organisations. Et je crois qu'il était important que vous soyez informés de ce qui se passe réellement sur nos départements. Et donc, avant de venir ici, j'ai interrogé l'ensemble des conseils départementaux. La plupart ont répondu et je vais vous donner donc un certain nombre d'éléments. Alors, tout d'abord, en préalable, je précise que les masseurs-kinésithérapeutes sont concernés par la permanence des soins et la continuité des soins par 3 articles du Code de la santé publique. L'article 43-21-120, je le cite, le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent. Article 43-21-121, lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgence ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toute disposition pour pouvoir être joint. Et enfin, article 432-92, la continuité des soins aux patients doit être assurée. Or, le cas d'urgence est celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. Le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ces soins pour des raisons professionnelles ou personnelles s'il se dégage de sa mission. Il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. L'organisation donc de la permanence des soins par des professionnels de santé en kinésithérapie permet d'assurer la prise en charge notamment de la bronchiolite du nourrisson et du patient atteint de mucoviscidose lors des périodes épidémiques. Chaque hiver, près de 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite, soit environ 46 000 enfants. Tous les ans, les affections respiratoires virales épidémiques chez les enfants de 0 à 2 ans influent sur l'organisation de la santé publique. Et ces affections impliquent une prise en charge en kinésithérapie respiratoire. En France, les régions et départements organisent généralement des gardes en période épidémique de fin octobre à fin avril. En réseau, regroupement d'associations, en association loi 1901 ou de manière informelle, il s'agit donc là seulement de regroupement de cabinets libéraux. L'organisation en réseau ou association permet de mettre en relation différentes structures existantes sur un territoire. Cette organisation a pour rôle de coordonner l'action des professionnels de santé, de mettre en lien les différents partenaires et de proposer régulièrement des formations. Elle améliore la qualité et la coordination des soins par la mise en place, par exemple, de fiches de transmission, fiches de bilan, utilisées pour chaque patient à chaque séance, de questionnaires d'évaluation de satisfaction à destination des parents, de tableaux de garde et d'une charte professionnelle. Ces chartes professionnelles, elles sont différentes d'un département à l'autre, mais par exemple, elles précisent pour le kinésithérapeute qui assure cette permanence de soins dimanche et jour férié qu'à l'issue de sa prestation, il doit renvoyer le patient sur le kinésithérapeute qui le suivait précédemment. Ou alors, s'il a pris en main le patient pendant le samedi, dimanche et jour férié, il doit l'indiquer à un kinésithérapeute qui pourra, sur la commune d'où est le patient, reprendre les soins.
et toujours avec un suivi par un bilan. Alors, chose importante, c'est que depuis pas mal d'années, il existe d'une façon informelle une collaboration entre les centres hospitaliers avec les associations et les réseaux qui se sont constitués. Ça permet d'assurer la continuité des soins pour les enfants hospitalisés en leur évitant des journées supplémentaires d'hospitalisation. Les week-ends et jours fériés, ceci allège les services de pédiatrie dont les capacités d'accueil seraient insuffisantes. Et au-delà des enfants, j'ai l'exemple notamment du service de garde que j'avais organisé à Grenoble, dans l'Isère, où le samedi et dimanche, et pas seulement pour des enfants, pour des soins qui nécessitaient une permanence, les hôpitaux faisaient appel à notre association de services de garde, parce qu'ils n'avaient pas le personnel kinésithérapique pour assurer le suivi de soins, que ce soit pour des mobilisations, des soins de nursing, surtout des pratiques de kiné respiratoire sur des gens qui sont très encombrés, où il faut parfois 2 séances par jour. Certaines associations ou réseaux sont missionnés et financés par les ARS, avec comme objectif d'organiser la permanence des soins de ville en kinésithérapie respiratoire pédiatrique surtout, notamment pendant l'épidémie de bronchiolite en semaine, week-end et jours fériés, et par la mise en place d'un service de garde et d'un standard téléphonique. Le but étant une prise en charge ambulatoire des pathologies respiratoires afin de désengorger les services d'urgence hospitaliers. Alors, quelques chiffres. Le coût d'une journée d'hospitalisation en pédiatrie moyenne dans un CHU, c'est 962 €. Une séance de kinésithérapie respiratoire en cabinet libéral est de l'ordre de 25 €, ces séances pouvant se multiplier par 2 ou 3 selon l'urgence des soins à effectuer. Ce qui permet de proposer aux parents une prise en charge de leur enfant à proximité de leur domicile. Alors, quelques axes d'amélioration formulés par les régions que j'ai interrogées cette semaine. C'est des propositions. Développer les zones d'intervention dans un département ou une région afin que la couverture des soins soit plus homogène. Rendre plus lisibles les chartes professionnelles, qui sont toutes différentes les unes des autres. Un meilleur suivi des fiches de patients, effectivement, ce n'est pas homogène à ce niveau-là. Et surtout, améliorer la gestion des tableaux de garde. C'est ce qui pose le plus de problèmes aux associations, aux réseaux qui se sont constitués. Et enfin, mise en place de plateformes téléphoniques centralisant les appels. D'autre part, il nous est proposé de favoriser la coordination des kinésithérapeutes par commune, par secteur géographique et par bassin de vie. De proposer une coordination des interventions des kinésithérapeutes pour les patients présentant des pathologies très lourdes afin d'optimiser la prise en charge. Et enfin, de demander aux ARS de communiquer sur les structures qui ont déclaré une activité de permanence des soins pour une meilleure organisation et une plus grande visibilité. Alors encore quelques chiffres. Sur un panel de 29 départements proposant une permanence des soins, nous avons répertorié à ce jour 12 associations, 15 réseaux et 5 regroupements de cabinets. Le financement. 19 départements bénéficient d'un financement de leur ARS, dont 3 ont un financement mixte, c'est-à-dire prise en charge spécifique de l'assurance maladie et de l'ARS. Haute prise en charge par une communauté de communes. Une prise en charge par essentiellement une caisse primaire d'assurance maladie. 2 prises en charge par des régions. Et nous avons noté que 6 départements sur les 29 n'ont pas de financement spécifique, c'est-à-dire que le financement du service de garde est assuré essentiellement par les cotisations des kinésithérapeutes qui se sont volontairement inscrits au service de garde. Voilà déjà ce que je voulais vous faire passer. Et également, nous avons, mais je pense que je vais vous le laisser, un tableau qui reprend département par département les permanences de soins qui sont assurées en kinésithérapie et pas seulement, bien sûr, sur les bronchiolites, qui est quand même le cas le plus connu médiatiquement de notre intervention d'urgence, mais aussi sur les soins, la continuité des soins de certains grands malades, notamment au lit du malade.
Voilà ce que je voulais dire en préalable. D'accord. Donc merci. Oui, alors j'avais justement cette question. Outre les bronchiolites, Je peux répondre, hein, vous faites donc de la continuité de soins. Oui. Mais donc, outre les bronchiolites et la continuité de soins, vous n'intervenez a priori donc sur aucune autre urgence. Non pas parce que vous ne voulez pas le faire, mais c'est parce que je pense que c'est pas possible. Donc ça, vous allez me répondre. Donc, je reprends bien, il n'y a pas d'obligation à ce que vous soyez en permanence de soins. C'est vous qui l'êtes ou par nécessité pour la continuité, ou parce que vous le voulez bien. C'est spontané, puisque en préalable, je vous ai dit que c'était pas organisé. Vous êtes organisé vous-même, oui, pour l'assurer. D'ailleurs, d'accord. Après, j'avais une question plus précise, puisqu'on parle des bronchiolites. Comment ça se passe il y aura une double question, du coup. Comment cela se passe-t-il pour un jeune enfant qui est en crèche? On sait que dans les crèches, des kinés interviennent. Comment se fait la continuité au domicile? Par forcément un autre kiné. Et alors la question corollaire, c'est quand la personne ne peut pas se déplacer de chez elle, je pense à une famille monoparentale, enfin des difficultés, est-ce que vous vous déplacez, parce que j'ai entendu parler d'aller au cabinet, mais est-ce que vous vous déplacez à domicile? Et ensuite, du coup, troisième question corollaire, vous parlez de l'autofinancement, du coup ça veut dire que vous n'avez aucun financement de l'ARS pour être de permanence de soins, comme c'est le cas pour ou de la Sécu en tout cas, comme c'est le cas pour les pharmaciens ou les médecins par exemple, pour prendre que. Donc ça veut dire que vous autofinancez, mais vos actes, les jours fériés et les dimanches, sont plus cotés, je suppose. Voilà, oui. Ce sont mes trois questions principales. Je vais essayer de répondre d'abord sur l'aspect, à part la bronchiolite, est-ce qu'il y a d'autres urgences? Oui, il y a d'autres urgences. D'abord, il y a pas la bronchiolite, c'est épidémique, mais il y a toutes les urgences respiratoires. Prenons le cas d'un paraplégique ou d'un tétraplégique qui a un problème respiratoire. C'est typiquement une urgence, et là c'est toute l'année, c'est pas épidémique. Donc il y a les urgences respiratoires, il y a aussi la prise en charge justement des pathologies neurologiques lourdes qui nécessitent une prise en charge, y compris les dimanches et les jours fériés. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la bronchiolite parce que c'est épidémique et donc il y a une période où les médias s'en emparent, etc. Ensuite, Mme Monton, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'obligation. On a quand même rappelé que l'article R4321 du Code de déontologie précise que le kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et textes qu'il organise. Donc il a cette obligation-là, déontologique, dans le Code de déontologie. Donc elle existe, l'obligation. Après, il n'y a pas de loi qui l'organise. Non, je veux dire par là, quand vous dites obligation, c'est-à-dire que, alors prenons une autre profession qu'on vient d'auditionner juste avant vous, oui, un peu avant vous, les pharmaciens. C'est-à-dire qu'aucun pharmacien ne peut échapper à son tour de garde, pour faire simple. Alors vous, la question, c'est est-ce que des masseurs kinésithérapeutes peuvent, à un moment donné, dire je ne veux pas être de garde, je ne veux jamais être de garde. Donc voilà. je réponds, ils ont l'obligation théorique, mais comme il n'y a pas de texte qui l'organise, ils n'ont pas d'obligation réelle. Voilà. Alors du coup, je pose tout de suite la question avant qu'elle ne m'échappe. Est-ce que vous pensez qu'un texte législatif est attendu par la profession pour que ce soit encadré et donc imposé? Oui. Et donc imposé. Il est, de fait, les kinésithérapeutes, puisqu'ils organisent eux-mêmes, sans texte ni rien, ils organisent cette permanence des soins sur le territoire. Donc elle est imposée, ils se l'imposent eux-mêmes par leur devoir déontologique. Ce serait quand même tout à fait bien qu'il y ait un texte qui le précise. Enfin, mais bien entendu, avec la prise en compte de tout ce qui a été fait auparavant. Mais votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il est bien certain que notre présence ici va dans ce sens, mais il est bien certain également que à partir du moment où c'est imposé, il sera parfaitement pris en compte tout ce que la profession souhaite partager dans cette obligation de permanence de soins. Et il faut également savoir qu'actuellement, les soins thérapeutiques ne se pratiquent que sur prescription médicale. Donc cette permanence des soins, cette obligation ne pourra se faire qu'en lien avec, actuellement, la prescription médicale. Je continue à répondre à vos questions préalables. Donc vous avez évoqué le problème des enfants qui sont en crèche. Pour nous, c'est un domicile. Enfin, la crèche, pendant cette période, fonctionne de domicile. Donc, le kinésithérapeute se déplace de la même manière. Ça me pose, et ça répond à l'autre question.
On était sur les enfants, sur la rééducation pédiatrique. C'est vrai qu'on préfère avoir les enfants au cabinet, mais il y a des cas où il y a des familles, vous évoquiez une famille monoparentale, il y a d'autres cas qui permettent... Ou sans véhicule. Enfin... Oui, sans véhicule, voilà. Dans ces cas-là, les kinésithérapeutes se déplacent. Et je finis sur le financement, comme ça j'aurais fait, je crois, le tour de vos questions. Le financement, il est fait dans le cadre conventionnel, puisque les kinésithérapeutes de ville sont conventionnés à 99,8%. Donc dans le cas de la nomenclature, c'est un AMK 8. Et s'il y a un déplacement, il y a le déplacement qui vient se rajouter. Donc ça fait de l'ordre de 25 €. Là-dessus, il y a quelques arrangements, puisqu'il n'y a rien d'organisé, il n'y a pas de loi. Donc, il y a des arrangements, soit avec des caisses primaires d'assurance maladie, soit avec des ARS, pour avoir des financements complémentaires. Par exemple, la caisse peut décider de financer la fiche de synthèse dans le cadre du bilan diagnostique kinésithérapique, donc c'est un AMK 8 en plus. Mais tout ça, c'est des arrangements de gré à gré, de département à département, et ça se fait comme ça. Donc le financement, il n'y a pas un financement spécifique pour la permanence des soins. C'est la cotation de l'acte qui finance, quoi. Cela étant dit, la loi ne remplacera pas le cadre conventionnel. Hein. La loi, c'est limite après dans les conventions. Mais bien sûr, oui. Ce qui est normal, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais s'il y a un acte de permanence des soins, je veux dire, qui était prévu par la loi, naturellement, l'assurance maladie intégrerait dans le cadre de la nomenclature ce financement-là, qui serait négocié avec la profession. Enfin, voilà. Oui, bien sûr. C'était ça. Moi, au niveau des questions... Tu me remets ça, peut-être. Donc on vous a sous la main, je regarde quand même bien si oui. on est passé à côté de... Non, mais je crois que c'est tout. Hein. Après, pour aller un peu plus loin, puisque l'Ordre des infirmiers, juste avant... parlait plus largement de la réorganisation, du décloisonnement, on va dire, entre professionnels de santé. Pensez-vous qu'en allant un petit peu plus loin, alors ça dépasse peut-être un peu la PDS, mais pas tant que ça, est-ce que... alors, je sais que vous n'êtes pas là en tant que syndicaliste, vous êtes là au titre de l'ordre, mais est-ce qu'en utilisant des compétences, puisqu'on a bien compris que les auxiliaires médicaux ou paramédicaux avaient des compétences qui parfois n'étaient pas assez utilisées, en tout cas en autonomie. Je parle en autonomie en premier recours. Est-ce que vous ne pensez pas que sur une entorse, je prends l'exemple du joueur de foot, du joueur de rugby, puisqu'on est en pays, je viens du pays du rugby, comme Madame Orliac, pensez-vous pas que les kinésithérapeutes pourraient en urgence un samedi sur un match, après un match, prendre en charge eux-mêmes une pathologie, sachant que je connais votre côté responsable et que si c'est beaucoup plus grave qui dépasse vos compétences, vous enverrez chez le médecin. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une idée ? C'est plus qu'une idée. D'abord, en 2014, c'est un usage qui existe. La loi, par contre, ne le permet pas. Mais actuellement, l'usage est souvent des interventions, même sur des nourrissons en bronchiolite ou sur un terrain de sport ou sur un lundi matin sur une entorse qui arrive au cabinet. Mais en fait, le kinésithérapeute est toujours en relation avec le corps médical et l'ordonnance se fait. Par contre, il existe actuellement, dans le cadre du décloisonnement, comme vous l'avez dit, une demande de la profession pour que la réglementation évolue et permettre, comme c'est le cas par exemple en Amérique du Nord, que le kinésithérapeute reçoive en première intention un patient et qu'en fonction du bilan qu'il exécute, il renvoie le patient chez le médecin parce qu'il s'agit d'une pathologie lourde et non pas d'une... Bon, vous avez pris l'exemple d'une entorse légère. Mais pour cela, il faudrait aller au-delà de l'article 51 de la loi HPST, qui, elle, se contente de prévoir des expérimentations. Et on en a discuté encore récemment avec l'Ordre des médecins dans le cadre du Clio Santé, où j'étais hier. Il est souhaité que notre formation évolue vers le master afin de donner au diplôme de kinésithérapeute la capacité décisionnelle et d'examen dans certains cas.
Donc ça fait partie d'une demande sérieuse, argumentée de la profession, mais qui est forcément liée à l'évolution de la formation. C'est-à-dire que cet exercice-là, avec une partie de responsabilité et d'accès direct, ne pourra être comprise et admise par les autres professionnels de santé, en particulier les médecins, que lorsque la formation l'aura prévu, puisqu'actuellement la formation est je pense que vous le savez, en évolution, avec une demande assez importante de la profession sur le titre de master, alors que les ministères qui s'en occupent ont retenu actuellement seulement le titre de licence. Voilà ma réponse. Si je peux compléter et revenir sur la bronchiolite, on avait fait il y a 2 ans, dans le cadre de l'article 51 de la loi HPST, sur l'Île-de-France, avec le réseau bronchiolite Île-de-France qui était organisé, on avait essayé d'avoir un accès direct pour les gamins atteints de bronchiolite. Dans le cadre du réseau Île-de-France, c'était très encadré. Donc, il faut des dispositions dérogatoires. Donc, on avait travaillé ça avec la DGOS, avec la DSS, ça avait été assez long. Et finalement, l'avis de la HAS a été demandé, et la HAS a émis un avis défavorable. Et la raison de l'avis défavorable, c'est que les kinésithérapeutes n'avaient pas la formation suffisante pour prendre en charge directement. Donc on est là, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On revient bien sur ce que disait M. David, la formation doit aussi répondre aux compétences pour permettre d'assumer les compétences et répondre aux besoins de la population. Donc cette expérimentation n'a jamais vu le jour. Alors que dans la réalité, ça se produit de manière, j'allais dire, illégale. La prescription suivant a posteriori. C'est ce qui se passe pour les vaccins grippe. Oui, absolument. Bien qu'un passage chez le médecin. Oui, alors sur le terme de décloisonnement, en fait, j'aime pas ce terme quand on parle entre professionnels de santé, j'aime pas ça. C'est plutôt coopération. C'est plus élégant et c'est plus près de la réalité qu'un décloisonnement. Voilà. Donc, moi, j'ai fini mes questions. Madame Orliac. Merci en tout cas d'avoir levé le doigt en disant on veut être auditionné, parce qu'effectivement, on n'avait pas vu cet aspect-là. Et pourtant, dans la dépêche du midi, régulièrement, on voit dans tout le service de garde, pour les bronchiolites, les kinés de garde sont. Donc voilà. Mais en tout cas, merci. Merci de vous être manifesté. Merci.